Alors, Wesley, d'où viennent les idées? Question cash, réponse cash. Il s'est levé une première fois, il a oublié son idée, donc il s'est recouché. Comment devenir un générateur à idées, avec justement ces 4 étapes et qui sont, adaptables à toutes les disciplines. C'est essentiel de déjà croire qu'il y a une solution pour la trouver et de savoir sortir des limites du conformisme. Comme on dit, un con qui marche ira plus loin qu'un le plus intelligent des hommes qui reste assis, hein. Chaque lundi, Systemator vous délivre des retours d'expérience, de l'inspiration, des outils et des conseils pratiques pour aider les créatifs à développer leur art, leur productivité et leurs revenus. Vous venez d'activer le Systemator. Installez-vous confortablement dans votre nouvelle vie de créatif. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui a l'idée de vous aider à trouver des idées. On est de plus en plus innovant ici. C'est Sébastien de 112ventes.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Hello Seb, salut à tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler du processus de génération d'idées selon le copywriter français Christian Godefroy. Wesley est en train de lire son livre et d'appliquer son contenu qui s'appelle Comment écrire une lettre qui vend. Qu'est-ce que c'est un copywriter, peut-être, pour parler au moldu un peu, tu vois? Pour parler au moldu, un copywriter, c'est quelqu'un qui écrit dans le but de persuader et de vendre des produits ou des services. Effectivement, c'est un mot qui est galvaudé, dans la francophonie, mais en anglais, quand on parle d'une copy, C-O-P-Y, on parle vraiment d'un document de vente au sens large, c'est-à-dire ça peut être une page de vente, ça peut être, une lettre de vente, ça peut être, une newsletter, de vente, ça Une peut être pub? une séquence email, une pub tout simplement, une annonce, voilà, Facebook Ads, ça peut être, Google AdWords. C'est vraiment tout le texte qui est, destiné à, à rapprocher un internaute, de la vente. Effectivement, et donc c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est, quelque chose, qui se développe de plus en plus en France. C'était pas encore trop le cas avant, mais disons que, c'est vraiment une compétence clé qui vous permet d'apprendre, à vendre tout simplement. Et moi je me suis beaucoup personnellement formé sur le sujet il y a 2-3 ans, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au-delà juste de savoir écrire pour vendre, ça nous permet vraiment de comprendre la vente, en allant plus loin. C'est-à-dire qu'on peut maîtriser la vente à l'oral et à l'écrit. De cette façon-là, si on comprend vraiment pourquoi les choses vendent, pourquoi est-ce que quand on dit telle phrase, ça fonctionne mieux que quand on dit une autre phrase. Donc c'est un petit peu de ça, enfin, si on pourrait résumer un petit peu le métier de copywriter, ça permet essentiellement de faire ça. Aujourd'hui, on parlera surtout de la génération d'idées, mais avant tout, Wesley, qu'est-ce qu'on doit rappeler aux auditeurs? Eh bien, on doit rappeler aux auditeurs que, s'ils veulent continuer à écouter, Systemator, eh bien, ils sont, priés d'aller nous mettre 5 étoiles, depuis leur plateforme de podcast, favorite, que ce soit Apple Podcast, Stitcher, Spotify Podcast, Deezer Podcast. Il y en a d'autres. Ça nous aide vraiment à continuer à fleurir. Comme vous le savez, on fait des épisodes, parfois avec des invités, parfois, simplement tous les 2, et bah, ça nous demande, quand même voilà, des ressources, un peu de De la travail sueur? pour aller, chercher, exactement, et de la passion évidemment, toutes ces idées, les mettre en place, et voilà, c'est le meilleur encouragement qu'on puisse recevoir de votre part, c'est, à travers, cette évaluation, et puis, heu et puis aussi des commentaires, hein, si, vous voulez en laisser, ça fait toujours plaisir, et évidemment, nous sommes, à votre écoute également si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, nous poser, vos questions, ou pour, toute autre requête. Et j'ajoute également, du coup, c'est le 22e épisode, mon cher Wesley. On a calculé, ça fait presque 5 mois que le podcast existe. Donc ça commence, mine de rien, à prendre forme, quoi. C'est quand même sympa, quoi. Ouais, Ça ouais. se fête un moment, tu vois? Donc, avec Wesley, on a pas mal réfléchi parce que, à la base, on avait positionné Systemator comme un podcast pour les créatifs qui veulent vivre un peu de leur passion. Hem On avait pris ça parce que ça nous semblait sympa, intéressant, un angle qui n'était pas forcément pris, et peut-être qu'on se sentait plus serein de lancer ça comme ça, sur ce sujet-là. Mais en fait, on s'est rendu compte au fil du temps que le contenu affine en fait le positionnement de ce dont on a envie de parler, puisque c'est ça, un Systemator, c'est, on prépare un épisode, on est en mode, bon, de quoi on a envie de parler? Qu'est-ce que tu as lu en ce moment? Qu'est-ce que tu as regardé comme vidéo?
quelles sont les personnes avec qui tu as eu des conversations intéressantes. C'est un petit peu ça de la façon dont on fait nos épisodes de notre côté. Donc, on s'est rendu compte qu'en fait, les sujets sur lesquels on traitait tout le temps, c'est à peu près les mêmes. On parle souvent de créativité, on parle souvent de productivité et de système, et finalement, de manière générale, un peu plus de développement personnel, mais très ciblé pour entrepreneurs ou en tout cas personnes qui se lancent aussi. Donc, c'est plus vers ça qu'on va s'orienter maintenant sur Systemator. Il est probable que d'ailleurs le générique change bientôt. Donc, vous avez un peu l'exclu là-dessus. Je pense que ça fait plus de sens, Wesley, si on parle un petit peu si on revoit justement notre copie par rapport à ça. Absolument, mon cher Sébastien, effectivement, c'est euh, changer légèrement le positionnement et voilà, pivoter, mais de quelques degrés, non pas en fonction de ce qu'on pense être bien, mais en fonction effectivement de ce qui est déjà et ce qu'on a déjà publié. On se rend compte que la direction que le podcast prend est plutôt celle que tu viens de décrire. Donc euh, je ne vais pas repasser sur ton chemin. C'est ça. Donc voilà. Globalement, c'est une petite leçon intéressante pour les gens qui nous suivent si vous créez du contenu. En fait, ce que j'ai remarqué, Wesley, et après on passera au sujet du jour évidemment, mais c'est que euh, tu vois, tu as l'idée du siècle un peu, tu peaufines un peu le plan de ton émission, tu réfléchis, ok, on pourrait parler de tel sujet, et tout ça. Enfin, vraiment, tu fais un plan et tu imagines un peu ton positionnement parfait, te dire, ok, ça c'est nickel, ça n'a jamais été abordé, ça va être top. Et en fait, tu te rends compte que bah, petit à petit, la façon dont tu vas produire, la façon dont tu interagis, même ta façon d'écrire en fait ton plan, etc., et les idées qui viennent, bah, naturellement, ça va affiner ce que tu fais, tu vois. Ça va affiner ton contenu, ça va affiner ce que tu vas créer. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'au final, le plus important, c'est de lancer son émission, de la tenir, parce que c'est quand même du boulot d'enregistrer tous les matins, une fois par semaine. Mine de rien, il faut qu'on bloque. Bah, ça paraît juste 1 heure de podcast, mais en réalité, on bloque bien 2-3 heures à chaque fois, plus la préparation, plus le montage, plus la mise en ligne. On a aussi quelqu'un qui nous gère la communication. Quoi. Un petit Eh big oui. up. Et donc voilà, donc au final, c'est quand même du travail. Mais c'est quand même intéressant voilà, de se dire que le contenu, finalement, s'affine de lui-même. Quoi. Je trouve que c'est rassurant presque, Wesley. C'est absolument rassurant et pour donner une petite image, ça me fait penser un peu à ce que me dit ma mère qui vient de faire rénover son appartement. Euh, Elle dit que on a des idées en tête, elle a des idées de ouais, mettre tel meuble à tel endroit, transformer telle pièce de telle manière, mais tous ces choix euh, ne seront validés ou invalidés que par la pratique. Comme elle dit, un appartement, ça se pratique, c'est pas juste faire joli comme voilà sur les pages des catalogues. C'est comment est-ce que je m'y sens, comment est-ce que je l'habite, et on se rend compte que dans la pratique, ah ben en fait la table elle était trop basse. On se rend compte que en fait la cuisine on l'aurait voulu peut-être un peu plus petite et ou plus grande, je sais pas. Donc ça se pratique et quand on crée du contenu, quand on lance un projet entrepreneurial ou créatif, c'est la même chose. C'est comment est-ce qu'on se sent à ce siège-là, dans ce siège-là, pardon. Est-ce qu'on se sent confortable ou est-ce que il y a besoin d'ajuster des choses et il y a qu'en montant dans la nacelle qu'on peut le savoir. Donc effectivement, on peut que vous inviter avec Sébastien à vous lancer et à ajuster le tir ensuite. D'ailleurs, au passage, il n'est pas exclu qu'on rechange à nouveau plus tard. Hein. Il faut que ça soit liquide, mobile. Voilà, ça va bouger très certainement. Donc, grosso modo, pour résumer un petit peu notre pensée du moment, bah, finalement, Systemator, on parle de créativité, de productivité, de développement personnel pour entrepreneurs. Voilà. Simple, efficace, direct. Voilà, et puis en fait, ouais, il y a déjà des podcasts sur le sujet sans doute, mais nous, on a notre façon de faire à nous. C'est notre format, je pense aussi, qui est notre façon de faire et nos personnalités qui font la différence. Donc voilà, mon cher Wesley, on va pouvoir passer au truc de la semaine. Non, je rigole. Ça fait genre, tu vois, parce que les sujets dont on a parlé, ça fait un petit peu genre, on a fait l'épisode, tu vois, On a déjà. déjà fait l'épisode, mais je pense À la semaine on va prochaine, balancer la virgule. effectivement. Allez, c'est parti. Générique. Alors, Wesley, d'où viennent les idées? Question cash.
question cash, réponse cash. Christian Godefroy nous dit que les idées, la plupart d'entre elles en tout cas, heu, proviennent du subconscient et non pas de l'esprit logique, cartésien, comme on aurait tendance à le croire. D'ailleurs, le mot idée, est issu du grec, ancien idéa. C'est écrit avec des lettres, grecques cheloues, donc je ne peux pas vraiment vous le à vous d'aller voir sur Wikipédia. Mais, ça signifie en tout cas forme visible, aspect. Donc lorsqu'on parle d'une idée, on parle d'une image visuelle issue de l'imagination. D'ailleurs, on fait souvent référence à, «J'ai eu une vision». Donc il y a l'idée de voir, tu vois? Et ça, ça peut être confirmé par, les plus grandes découvertes, de notre histoire qui ont souvent été issues de moments de rêverie, par leurs créateurs, où justement le subconscient, était en train d'affleurer le conscient. Il y a quelques exemples que Christian Godefroy donne dans son livre. Il parle de Otto, Lévy ou Lowy, qui est un prix Nobel, qui a rêvé de sa découverte, une nuit et il s'est levé immédiatement pour la noter, se mettre au travail. C'était quoi Heu, sa découverte? je ne sais Son plus, j'ai piège? noté que ça. Ah là là! Mais c'est quelque chose, je crois que c'est une découverte, scientifique et d'ailleurs pour la petite histoire, il s'est levé une première fois, il a oublié son idée, donc il s'est recouché et la nuit suivante ou quelques nuits, plus tard, il a fait le même rêve et là, cette fois-ci, il était prêt à noter l'idée, on en reparlera juste, après. Il y a également Tartini, qui a écrit sa Sonate du diable en état de quasi-somnambulisme et enfin, Thomas Edison, hein, qu'on connaît tous, qui lui, faisait un petit somme lorsqu'il avait besoin, d'une idée, d'un peu de fraîcheur, dans sa tête. Heu, Christian Godefroy, évidemment, dans son livre, il nous parle de copywriting et il mentionne des grands auteurs, du copywriting comme David Ogilvy, qui déclare lui qu'il, voilà, trouve beaucoup d'idées dans son bain. Et puis un autre exemple, c'est celui de John Rockefeller, qui un jour a dit à l'un de ses assistants: «Ne travaillez pas si dur, mettez donc plutôt vos pieds sur le bureau et cherchez des moyens pour que notre compagnie gagne plus d'argent». Donc tous ces moyens, permettent de justement d'écouter le subconscient, heu, plutôt que, plutôt que de s'acharner à vouloir extirper des idées de son cerveau, c'est se mettre dans l'action de quelque chose qui va favoriser l'émergence des idées. Donc à chacun sa technique. Je peux citer également Wolfgang Amadeus Mozart, extrait du livre, hein, évidemment. «Lorsque je suis complètement moi-même et dans le bon état d'esprit, disons, pendant un voyage en voiture», alors j'imagine que c'est des voitures avec des chevaux, hein, de l'époque, ou en me promenant après un bon repas, ou la nuit lorsque je n'arrive pas à dormir, c'est dans ces moments-là que mes idées viennent le plus facilement et le plus abondamment. Donc effectivement, tous ces exemples nous montrent que les idées lumière, les idées les plus lumineuses arrivent à leur créateur dans des moments où ils sont semi-conscients et on a l'impression qu'elles leur tombent dessus un petit peu. Et que finalement, leur rôle à eux, euh, c'est de les attraper finalement. C'est de les attraper, c'est de les reconnaître et de les noter, de les honorer de cette manière-là. Voilà, je ne sais pas si tu veux réagir, Sébastien, sur cette première définition de la provenance des idées d'après Christian Godefroy. Ah, en fait, ce qui est frustrant dans ce processus, c'est que il est très compliqué pour un esprit humain qui cherche à rationaliser un petit peu tout, de le comprendre en fait, tu vois? En fait, tu sais que, OK, il faut que tu te reposes, il faut que tu fasses des pauses, que, tu ailles prendre ton bain et tout ça pour trouver des idées, mais au final, c'est pas non plus automatique. C'est pas parce qu'à chaque fois que tu vas, aller te laver que tu vas avoir l'idée du siècle. C'est pas parce qu'à chaque fois que tu vas aller, dehors que tu vas avoir l'idée du siècle et donc au final, dans la pratique, c'est toujours un peu difficile, tu vois, je trouve, de l'accepter. Moi, c'est un souci que je rencontre souvent, c'est que, bah, tu as un peu ce mix entre, bon, OK, il me faut des idées,
et en même temps, il me faut aussi un moment où je vais pouvoir, heu, essayer d'appliquer cette idée et tout ça, mais comment dire? Tu as un peu cette difficulté à mentaliser la chose, quoi, tu vois, je trouve. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais te dire en gros, ouais, c'est cool, les idées, elles viennent de l'inconscient, donc je peux en avoir n'importe quand, mais en même temps, c'est pas sur commande, quoi, et c'est frustrant parce que, dans un monde où on essaie de tout analyser, de tout rationaliser, c'est frustrant, je trouve. Ouais, c'est frustrant et ça vient d'une dimension qui nous dépasse. Le subconscient, je veux dire, c'est quelque chose qui est, certes analysé par la science et reconnu par la science, mais on en sait très peu, en tout cas par rapport au conscient et pourtant, le cerveau subconscient était infiniment plus puissant que le conscient et on va le voir, un peu plus tard. L'idée, c'est justement, pour trouver des idées, heu, de se soumettre à ça, d'accepter ça. En anglais, to surrender, j'aime bien cette idée, c'est peut-être plus parlant qu'en français, c'est vraiment S'abandonner à ça. se soumettre, se subordonner exactement, se donner à ça et accepter que ça vient d'ailleurs, mais en réalité, ça vient de nous-mêmes, tu vois? Mais ça vient en tout cas d'une position qu'on peut pas contrôler de manière directe. On peut la contrôler de manière, ou la stimuler de manière indirecte. Donc c'est un game, hein. Faut accepter les règles du jeu, quoi, c'est tout. Mais alors du coup, Wesley, comment fonctionne le subconscient? Est-ce qu'on même si on ne sait pas grand-chose, est-ce qu'on sait des choses quand même? Absolument, c'est Christian Godefroy qui va te répondre par mon intermédiaire, notre cher défunt, Christian Godefroy. Heu, il propose d'imaginer un vaste ordinateur, imaginer un ordinateur géant. On pourrait même imaginer, internet, hein, finalement, dans lequel on va premièrement entrer, des informations. Deuxièmement, on va lui donner un programme, on va lui dire quoi faire, on va l'entraîner en quelque sorte. Et troisièmement, on va lui poser une question. Et lui, il va faire son travail ensuite. Mmh. Il va répondre à cette question à n'importe quel moment lorsque lui aura trouvé, des réponses, lorsqu'il aura fini de traiter, toutes ces informations. Fameuse barre de chargement. Exactement. Donc tu codes ton programme, tu vois? Tu tentes des informations, tu prépares ton programme et ensuite tu poses une question, un peu comme tu sais comment ça s'appelle? La commande de contrôle ou je Les sais pas assistants vocaux sur là? les ordinateurs. Mmh. Ouais, tu as ça, mais tu as aussi la console, tu sais, de Ah contrôle oui, où oui, tu peux oui. faire des Ouais, le truc que tu ouvres, je sais plus comment ça oui, s'appelle. l'invite de commande, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme C'est ça. peut-être cette petite fenêtre noire où à chaque fois que vous écrivez quelque chose, vous avez l'impression d'être un hacker dans un film. Je vois. Exactement, exactement. Bah, voilà, je pense que si vous avez si vous visualisez ça, ça peut être, c'est parlant. Hem Et ce qu'il semblerait d'après les scientifiques, c'est que le subconscient soit non seulement capable de combinaison, mais en plus qu'il soit capable de discernement. Il est capable de deviner, de choisir, de pressentir, vraiment de prendre des décisions pour nous et c'est pour ça justement que, tous ces grands inventeurs, tous ces soi-disant génies, heu, l'idée elle arrivait déjà, elle était déjà taillée, elle était déjà polie. Mmh. Alors, je veux pas dire que c'était 100 tout prêt, mais en tout cas, le subconscient avait fait un travail, déjà d'affinage. Donc il est vraiment très puissant et et justement pour être créatif, pour avoir des idées, on va avoir besoin d'utiliser notre subconscient de la même façon que ce vaste ordinateur d'après, Christian Godefroy. Donc c'est voilà, si vous êtes d'accord, on peut faire un petit test, comment devenir un générateur à idées avec justement ces 4 étapes et des exemples concrets que donne Christian Godefroy et qui sont, adaptables à toutes les disciplines, à tous les domaines d'activité. Ah bah parfait, alors devenons générateur à idées, installons le programme. Comment ça marche Wesley? Je suis tout ouïe. Comment devenir un générateur à idées? Alors, je viens de mentionner les 4 étapes. La première, c'est d'entrer des informations, mais pour Christian Godefroy, dans son livre, dans le cadre du copywriting, c'est de savoir collecter des données, que ce soit des annonces, publicitaires, ça peut être, des données, quant, aux produits qu'on a envie de vendre. Donc ensuite, on va classer ces données, on va les étudier et on va également faire un brainstorming, que ce soit seul ou avec,
de préférence avec une équipe, sans, sans jugement des idées qui vont émerger et sans se fixer de limites non plus. C'est très important de de tout accepter, Mmh. de tout inclure pour ensuite faire le tri. C'est la première étape. Effectivement, c'est ce concept aussi que Gary Albert, qui est un autre copywriter très connu, appelle le concept de boîte à chaussures. Donc le principe, en fait, c'est que vous imaginez une boîte un peu à l'ancienne, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les pages de vente qu'on a aujourd'hui sur Internet, c'était des journaux, quoi. C'était des journaux, c'était des magazines, vous savez, c'est les fameux bons à renvoyer, c'est toutes ces choses-là en partie. Et en fait, ce qu'il avait, c'est qu'il avait une espèce de boîte à chaussures où il découpait toutes les pubs qui l'intéressaient, tout ce qu'il voyait, et il le mettait dans cette espèce de boîte. Et puis en fait, il va tirer au hasard des choses, tu vois. Et des choses qui n'ont rien à voir entre elles. Et donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut matérialiser ça? Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que sur Evernote ou sur Notion, maintenant, vous avez parlé de Notion il y a fort longtemps, dans les prémices de Systemator, mais c'est ce logiciel où vous pouvez du coup créer des carnets et numériques et mettre du coup des feuilles, des images, ce genre de choses. Moi, j'ai un dossier qui s'appelle boîte à chaussures, en gros. Et dedans, je vais faire plein de captures d'écran. Dès que j'ai des idées, dès que je vois des choses qui m'intéressent sur Internet, des pages web ou autres, je les capture. Par exemple, j'ai aussi un plugin Chrome. Alors, c'est peut-être que sur Google Chrome ou Mozilla Firefox ou pas mal d'autres, vous pouvez installer des plugins qui vont permettre de faire des choses supplémentaires. J'en ai un qui s'appelle Full Page Screen Capture, qui permet en fait de faire une copie entière d'une page web et ça vous génère une image. Et après, vous pouvez juste la mettre dans ce dossier-là, dans ce carnet. Ce qui fait que avec le temps, ça fait peut-être 2 ans que je fais ça, euh, j'ai un dossier énorme d'idées, de listes, de bullet points, d'argumentaires de vente, de façons de vendre en fait. Et c'est génial parce que ça me sert non seulement, moi dans mon cas, à mixer des idées de différents marchés, mais en plus de ça, ça me permet aussi d'avoir des exemples quand je donne des cours, par exemple. Tu vois, j'ai besoin d'un exemple sur comment est-ce qu'on vend avec euh, de la preuve sociale. Par exemple, la preuve sociale, montrer que des gens achètent déjà chez vous. C'est un peu ce concept du magasin où il y a déjà des gens qui mangent dedans. Donc, vous allez vous dire, ah, il a l'air meilleur que celui où il n'y a personne, alors que vous n'avez pas d'information en réalité. Bah, j'ai plein d'exemples que je peux retrouver très facilement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite à faire avec Wesley, c'est avoir dès maintenant un petit carnet, quelque part, un dossier où vous allez mettre toutes ces idées. Faites en sorte que ce soit accessible parce que des fois, pareil, vous êtes sur votre mobile, vous voyez une pub qui est intéressante, vous voyez une page intéressante, quelque chose, vous pouvez faire une capture d'écran et hop, vous la mettez dans ce dossier-là. Et au final, vous allez petit à petit avoir une liste d'idées géantes qui va vraiment vous aider et vous faciliter la vie. Parce qu'il n'y a rien de pire de se lancer sur une page blanche et de se dire, bon, par quoi je commence? Et t'as rien dans ta boîte, quoi. T'as aucune idée, t'as pas d'exemple, t'as pas d'inspiration. Et c'est vrai dans plein de domaines. Tu vois, quand je faisais de la vidéo, Wesley, c'était un peu la même chose. Alors, je m'égare un peu, mais euh, quand je faisais de la vidéo et que je me lançais sans inspiration, sans aller voir d'autres choses qui n'ont rien à voir ou d'autres vidéos dans d'autres thématiques, souvent j'avais du mal un peu à avoir des bonnes idées. Je tournais un peu en rond. C'était pas ça, quoi. C'est méga intéressant ce que tu dis, Seb. Ça me fait penser, aussi, immanquablement à la musique. C'est la même chose, hein, aller, s'imprégner de choses qui existent déjà et puis préparer un peu sa boîte à rythme, sa boîte à texture, sonore, les collecter et ensuite, lorsqu'on commence un nouveau projet, on a déjà tout ça de près. Juste une petite question, qui pourrait aider nos auditeurs. Est-ce que tu classes, est-ce que tu mets des étiquettes sur, tout ce que tu captures? J'avoue que je le fais de moins en moins par manque de. Comment dire? Je suis pas très carré, moi, tu vois, quand je range. C'est-à-dire que il y a des moments où je vais avoir un besoin d'un coup de tout ranger, de tout laver, que ce soit chez moi ou de tout classer, de tout trier. Et puis en fait, petit à petit, les choses s'accumulent un peu, tu vois, et c'est vite le bazar. Et le problème, c'est que, en fait, pour faire plus simple, quand j'étais sur Evernote, je triais beaucoup plus. C'est-à-dire que sur Evernote, globalement, si vous avez un système de carnet en ligne, comme ça, il y a deux choses à regarder. La première chose, c'est faire des dossiers. Et la deuxième chose, c'est pouvoir y mettre des étiquettes, des tags. On peut le faire sur Notion, mais je trouve que c'est moins bien fait.
Enfin, j'ai pas pris le réflexe, en tout cas, de le faire plutôt. Et l'intérêt, c'est que du coup, une note peut rentrer dans plusieurs étiquettes, alors que une note peut rentrer dans un seul carnet sinon. Par exemple, l'application de notes C'est d'Apple a ça. ce défaut-là. C'est-à-dire qu'elle est très bien, mais bon, elle fonctionne que sur Mac. Et l'autre problème, enfin, sur l'univers Apple. Et donc, l'autre problème, c'est que vous n'avez pas ce système de tri par étiquette, je crois, à moins que c'est changé, mais je ne pense pas. Et du coup, vous pouvez pas classer une note dans plusieurs catégories. Mais c'est quelque chose que je faisais beaucoup avant. Mais finalement, moi, personnellement, je m'en sers moins parce que je suis plus dans l'idée de je me perds dans ma boîte à chaussures, tu vois. C'est un peu ça que j'aime bien faire, D'accord. tu vois. Mais c'est vrai que je pourrais le faire mieux si j'étais plus assidu. Je vous recommande de le faire. Et après, tant que tu arrives à retrouver tes idées en temps voulu, c'est le plus important. Yes. On passe à la deuxième étape du générateur à idées. Donc la première, on a vu, c'est le fait d'entrer des informations dans la matrice. Et le deuxième, ça va être de donner un programme à cette matrice, parce que la créativité, eh bien, elle s'entraîne, elle se cultive, et elle est potentiellement illimitée, notre créativité. Christian Godefroy fait référence au fait de se mettre dans un certain état d'excitation intellectuelle, je dis bien intellectuelle, pour trouver la solution à un problème donné. Euh, c'est essentiel de déjà croire qu'il y a une solution pour la trouver et de savoir sortir des limites du conformisme. Alors, dans le cadre de son livre, il donne quelques exemples d'exercices qu'on peut faire, mais vous savez, ces petits exercices de logique qui sont pas toujours si logiques que ça, enfin, qui sont logiques, mais qui font appel à d'autres parties de notre cerveau pour trouver la solution, justement. Euh, savoir, euh, savoir contourner euh, comment dire, les limites de la boîte, quoi. C'est un peu ça. Parfois, les choses les plus simples ne sont pas les plus évidentes. C'est pour ça que des enfants vont trouver plus facilement des solutions à certains problèmes que nous. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue il y a très longtemps dans un cours en ligne. C'est celle d'un camion qui n'arrive pas à passer sous un pont. Et voilà, il est bloqué et il n'arrive pas à faire marche arrière. Les mecs n'arrivent pas à passer. Ils sont plusieurs, et même des passants, à chercher la solution, à réfléchir. Et là, il y a un enfant qui passe par là et qui dit, mais pourquoi vous dégonflez pas les pneus du camion? Voilà. Et c'était la solution, c'était de dégonfler les pneus. Euh, je sais pas si le camion roulait très bien après, mais en tout cas, c'est la preuve que les solutions, elles sont parfois devant nos yeux, mais on est trop coincé dans nos codes sociaux et moraux, et ouais, pour trouver la solution, quoi. Ce qui est intéressant, du coup, pour rebondir avec cette idée de poids à chaussures encore, les métaphores, c'est génial. Et tu vois, c'était, enfin, cette petite histoire, on va dire, du camion, euh, elle t'a permis d'illustrer ce concept-là. Bah, c'est des choses pareilles que vous pouvez utiliser dans votre boîte à chaussures. C'est-à-dire que quand quelqu'un me raconte une histoire comme ça, moi, je la note aussi. Tu vois. Et donc, du coup, Mhm. là, en gros, l'histoire du camion permet d'expliquer que ce concept-là. Et c'est quelque chose que vous pouvez très bien réutiliser plus tard, en fait. Exactement, exactement. Et justement, Christian Godefroy dit que l'autodécouragement stoppe la créativité. Donc voilà, si on pense qu'il n'y a pas de solution, eh ben, on va pas mettre notre subconscient en mode recherche de solution. Et un exercice concret qu'on peut commencer à faire, que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, c'est de remplacer nos phrases préconçues d'auto-sabotage, telles que il faut absolument que, ou alors je suis fatigué, j'ai la flemme, ou encore je sais déjà, c'est bon, je sais déjà. Remplacer ces phrases-là par des phrases plus positives, telles que je m'enthousiasme, je vibre, je m'amuse. D'ailleurs, lorsqu'on parle de s'amuser, c'est je vais vers m'amuse, hein, je m'amuse. Euh, je joue, j'apprends, je suis curieux, je découvre. Toutes ces choses-là, eh bien, elles vont. C'est un peu comme de l'engrais finalement pour le cerveau. C'est vraiment de l'engrais, du soleil, c'est l'exposer à ce dont il a besoin euh,
pour se développer, pour exploiter plutôt le maximum de ses capacités. Donc là, on est à la deuxième étape, c'est donner un programme. Donc, on a entré les informations. Donc, concrètement, je veux écrire une annonce publicitaire pour mon client. Deuxièmement, donc, premièrement, donc, j'entre les informations. Je vais vraiment faire ma recherche. Qui est mon client? Quel est le produit? Que font les concurrents? Brainstorming, trouver des idées loufoques. Deuxièmement, ça va être donner un programme. Donc, ça va être me mettre dans un état favorable, un état psychologique favorable à la génération d'idées. On vient d'en parler. Et troisièmement, ça va être poser la fameuse question pour justement que le subconscient puisse travailler tout seul et trouver les bonnes, les meilleures solutions. Et pour cela, il doit avoir un objectif précis. Par exemple, je veux trouver un titre accrocheur et convaincant pour le livre que je viens d'écrire sur la réparation des smartphones ou des micro-ordinateurs. Pendant que vous posez la question, c'est important de vous donner une date de réalisation. Par exemple, je veux trouver cette solution. En tout cas, j'écrirai cette annonce vendredi prochain à 9h. Christian Godefroy vous invite à faire cette programmation de préférence à un moment où votre subconscient affleure votre conscient. Typiquement, ça va être avant de dormir, pendant un moment de relaxation, en conduisant aussi, si vous êtes sur un trajet habituel. On a tendance à être en mode un peu pilote automatique, donc c'est favorable. Pendant un voyage, en prenant votre douche ou pendant un bain. Et de cette manière, vous obtiendrez de meilleurs résultats parce que justement, le cerveau est dans un état modifié et il est dans un état d'onde plus lente. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et toi, Seb, si tu en as entendu parler, des ondes, mais on parle des ondes bêta, alpha. Ensuite, il y a les ondes delta et il y a les theta, theta. Il y a les ondes gamma. Et effectivement, plus on descend et plus les ondes vont correspondre à un niveau de relaxation et qui s'approche du subconscient, où on est posé, en détente, on n'est pas dans le train-train quotidien, qui correspond aux ondes bêta. On va être dans quelque chose de beaucoup plus ancré. Et voilà, c'est cet état qu'on vise. Je vous invite à aller voir sur le web, il y a plein d'informations et c'est fascinant. Et dernièrement, pour conclure cette troisième étape, il y a ce que Christian Godefroy appelle l'expectation créatrice. Si vous y croyez, si vous avez confiance en la réalisation de votre projet créatif, eh bien, il se réalisera. Donc, programmez d'abord et ensuite, ayez confiance. On en parlait au début de l'épisode, Seb. C'est vraiment se subordonner à ça et se dire, OK, j'ai appuyé sur le bouton, maintenant, je laisse la plante pousser. Et justement, on arrive à la quatrième et dernière étape qui correspond à la récolte. C'est qu'on va attendre la réponse parce que bien qu'on ait donné une date, l'ordinateur, il risque de donner des résultats, des réponses avant le moment prévu, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais la contrepartie, c'est qu'on doit être dans un état d'expectative, carnet et crayon à la main, pour noter tout ce qui va se présenter. Alors Christian Godefroy, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça. Il propose d'avoir un carnet dans toutes les pièces de sa maison, dans sa voiture aussi, même dans les WC. Moi, j'ai envie de dire tout simplement à notre époque, un smartphone, ça suffit. La plupart d'entre nous avons notre smartphone greffé à la main, quasiment. Donc voilà, avoir l'application Notes ou Evernote ou Notion prête à l'utilisation. Surtout, c'est important de ne pas remettre à plus tard parce que lorsqu'une réponse arrive, si on la note pas tout de suite, on risque de l'oublier à tout jamais. Et c'est marrant parce que, alors moi, mon téléphone, en gros, c'est un 16 Go, tu vois, et j'écoute beaucoup de musique, donc du coup, il est plein.
et il me désinstalle régulièrement les applications que j'ai dessus, tu vois. Donc, il va commencer par les Mmh. applications dont je me sers le moins, par exemple les applications de sport, typiquement. Mais aussi, après, il va me désinstaller des applications que j'utilise pas tous les jours non-stop, comme justement Notion ou des applications de prise de notes. Donc, j'ai plus du tout d'application de prise de notes dessus. Et des fois, il me fait des blagues, il m'enlève Messenger que j'utilise à peu près 50 fois par jour, et également les emails, parce qu'évidemment, hein, ça ne sert à rien. Donc, je me retrouve à plus avoir mes emails sur mon téléphone. Et du coup, bon, je garde quand même les emails, je réinstalle tout le temps Messenger, email dans tous les cas. Mais j'ai plus d'application de notes, tu vois, c'est assez terrible. Et c'est vrai que c'est assez handicapant, mine de rien. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de changer de téléphone. C'est essentiellement ça, parce qu'en fait, ne pas avoir accès à ses notes quand on veut, c'est horrible. Et du coup, ce que je fais, c'est que je m'envoie des emails aussi. C'est-à-dire que des fois, je suis en mode ah, j'ai une idée géniale, absolument incroyable. Et ce que je fais, c'est que je m'envoie un email que je le vois le lendemain. Et ça me force à me dire le lendemain ah ouais, c'était pourri, tu vois. En fait, c'est une idée pourrie. Ou alors à me dire ah, peut-être c'est intéressant, tu vois. Peut-être qu'il faut que je creuse. Mmh. Ça, c'est assez sympa, quoi. Et à traiter l'idée si elle est intéressante. Ouais, moi, je fais un petit peu la même chose parfois avec, alors soit je vais enregistrer aussi, mes notes, enfin mes idées de manière, vocale avec le dictaphone. Je le fais pas si souvent que ça. À l'ancienne. Ou pour la musique, en tout cas, quand j'ai une idée de mélodie, là, je l'enregistre direct. Et ce que je vais faire également, c'est me mettre des rappels, sur l'alarme de mon smartphone, hein, mon iPhone, heu, avec l'idée et je vais me dire: «Bah, voilà, dimanche, ça va sonner à midi et ça va me rappeler que je dois, noter telle idée ou faire telle chose, aller voir, aller chercher telle information» ou que sais-je. Donc effectivement, heu, je pense que si on avait en tout cas, personnellement, si j'avais un conseil à vous donner, c'est parce qu'on a des idées déjà naturellement, hein. C'est cette dernière étape, c'est être prêt à noter vos idées, heu, quand elles arrivent et pouvoir les exploiter, c'est c'est fondamental, quoi. Ça ne veut pas dire que les autres étapes sont pas importantes, évidemment, mais là, elles correspondent plutôt au processus de génération d'idées, dans un cas spécifique, hein. En l'occurrence, écrire une lettre de vente ou ça peut être trouver, une nouvelle mélodie pour ma musique, ça peut être, voilà, préparer une vidéo, mais de manière générale, c'est accueillir les idées lorsqu'elles arrivent. Parce que je crois que ce qui sépare les gens soi-disant, créatifs des gens qui se définissent comme non créatifs, c'est pas, c'est pas au niveau conscient, c'est au niveau de la jonction entre le subconscient et le conscient. C'est que les personnes créatives, elles accueillent plus favorablement et plus facilement, de manière plus fluide, les idées qui arrivent, qui émergent. Mm. Je dirais que c'est ça la différence, Ouais, fondamentale. c'est vrai que ce côté ah ouais, moi je suis pas créatif, c'est quand tu analyses la personne, c'est tout le temps faux. Parce qu'en fait, bah, tout le monde est créatif, tout le monde a des idées, tout le monde a été enfant, tout le monde a joué, tu vois. Enfin, Mmh mh. ça n'a pas disparu. Je pense qu'effectivement, au bout d'un moment, c'est la question, c'est bah, comment tu appliques ces idées. Tu as des gens qui vont tester leurs idées tout le temps. Moi, je sais que souvent, bah, quand j'ai de nouvelles idées, même des trucs un peu fous, tu vois, des fois, je me dis ah et tout. Est-ce que je pourrais pas essayer, tu vois? Est-ce que ça vaudrait le coup d'essayer? Mon site iTeleFR, par exemple, qui fonctionne bien là, hem, parti sur un coup de tête, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu le Mmh. trailer de mes potes, qui avaient lancé leur jeu. Heu, j'ai même pas vu le trailer sur YouTube ou sur un site d'actu, je les ai vus sur leur mur Facebook parce qu'eux l'ont partagé, parce que c'est leur jeu à eux, et je me suis dit: «Ah mais c'est génial!» Et c'est incroyable, et j'ai contacté, j'ai réfléchi un peu, l'idée de créer un site, et de relancer toute une machine autour de ce jeu-là et de se positionner tout de suite, elle est venue en quelques heures, quoi. Ça a germé assez vite, et l'équipe aussi, tu vois? Les 2 personnes avec qui je voulais le faire, je me suis dit: «Ouais, j'aimerais bien faire ça avec eux», et après j'ai eu un petit peu un mécanisme d'autodéfense qui s'est mis en place, en mode: «Ah ouais, mais attends, ça va te prendre quand même beaucoup de temps, eux, c'est pas sûr». Aussi le truc par rapport à anticiper leurs réactions, alors qu'en fait, tu sais rien. Ça fera le sujet d'un épisode prochainement, mais sans trop spoiler. Mais en gros, te dire, «Ouais, comment ils vont réagir?» Ils vont me dire non, ils vont me dire: «Non, mais t'es fou». Enfin, me dire des choses que j'ai pas envie d'entendre, comme quoi, on n'a pas le temps de faire ça, ça sert à rien, c'est nul, c'est des pourris, tu vois? Tout ça, et je pense que les gens qui se considèrent non créatifs, justement, ils s'arrêtent là, ils se disent: «Bon», ils sont rationnels en mode: «Non, mais j'ai pas le temps de faire ça».
ça sert à rien, laisse tomber. Je vais pas m'éparpiller là-dessus. Et c'est louable parce que c'est quand même, enfin, si tu lances 50 projets, bah, compliqué de faire en sorte qu'il y en ait qu'un seul qui aboutisse. Par contre, si tu es un peu dans cette idée-là de te dire, «OK, bah, est-ce que je peux tester cette idée?» Déjà, l'étape d'avant, c'est vraiment de dire: «Est-ce que réalistement, si je la posais sur papier, et que je posais le fonctionnement sur papier, est-ce que ça marcherait?» Tu vois? Sur le papier, déjà. Et une fois que c'est fait, est-ce que j'ai envie de le faire vraiment? Tu vois? Une fois que j'ai posé les pour, les contre, est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans et d'essayer? Et qu'est-ce que ça impliquerait comme boulot? Et ben, je fais: «Ouais, j'ai envie de faire ça», et donc j'ai appelé mes 2 collègues. Ils ont été hyper, réceptifs et ils m'ont dit, même eux m'ont dit, «Ouais, j'avais envie de te proposer la même chose, mais j'osais pas», tu vois? Heu et c'est Mmh. super drôle. Alors que moi, j'étais en mode: «Non, mais ils voudront jamais», et le site était lancé le soir même, quoi, tu vois? Tout était réservé, enfin, parce que après tu as le démarreur et puis au pire, j'ai perdu un après-midi à mettre en place un site, j'ai perdu 30 €, c'est pas grave, quoi. Et au final, après, la seule chose qui compte, c'est quelque chose dont on n'a peut-être pas parlé parce que bon, les idées, on dit souvent que les idées ne valent rien et c'est souvent le cas. Alors, je vais nuancer, en fait, les idées peuvent valoir très cher si vous savez les appliquer. Parce que c'est, une bonne idée bien appliquée, ça fait des ravages, quoi, ça fonctionne très bien. Bah oui, l'exécution fait toute la différence, Clairement. évidemment. Et même une mauvaise idée bien exécutée, finalement, je pense que ça a plus de résultats juste une bonne idée toute seule, tu vois? Ah bah, c'est sûr, parce juste une bonne idée toute seule, ça comme on dit, un con qui marche ira plus loin qu'un le plus intelligent des hommes qui reste assis, hein. Voilà, Note désolé note pour la vulgarité, mais c'est ça, quoi. Notez-la sur votre boîte à dans votre boîte Notez-la celle-là, chaussures. notez-la dans la boîte à chaussures direct, mais Vous mettez un tag, c'est au moins du 43 là. ah évidemment, Voilà. vous mettez un tag, Wesley Joachim, C'est voilà, c'est parfait. alias le con qui marche. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr que je dirais qu'une idée, passable ou moyenne, excellemment exécutée, ça peut donner des très bons résultats, effectivement. Et effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui marchent très bien et qui réinventent pas du tout la roue, mais leurs process sont tellement bien léchés que ça marche, quoi. Clairement. Est-ce que on peut pas dire que finalement, Systemator, le positionnement qu'on avait, était un peu une mauvaise idée par rapport aux personnes qu'on est finalement? Parce qu'avec Wesley, on se posait la question, c'est vrai qu'on voulait parler aux créatifs, mais en fait, créatif, dans la tête de la plupart des gens, si on sort un peu de nous, notre perception personnelle par rapport à nos discussions, c'est bah, les gens qui sont vraiment dans l'art. Enfin, ça peut parler vraiment à un public très très précis que nous, on n'est pas réellement en fait en soi. Parce que même si Mmh. on inclut énormément de choses créatives dans nos vies, euh, toi Wesley la musique, moi là plutôt la vidéo, ce genre de choses, au final, nous, la chose qui drive le plus notre vie, c'est aussi l'entrepreneuriat, je pense, avec Wexley. Bien Dans le sûr. sens entrepreneuriat, dans le sens, pas forcément monde des startups, mais plus en mode, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce qu'on fait marche, hem, génère de l'argent pour que ça puisse continuer, plutôt dans cette idée-là, quoi. Vraiment, penser le truc, Ouais, bosser à son c'est compte, hein, ça, tout c'est simplement ça. aussi même, en une phrase. Clairement, donc et au final, Systemator, du coup, c'était un petit peu la mauvaise idée, mais qu'on a relativement bien exécuté dans le sens où on s'est dit: «Bon, OK», finalement, le processus a pris le dessus sur l'idée et c'est ça qu'il Ouais, faut, en ça fait. c'est vrai. C'est-à-dire qu'on s'est dit: «Bon, OK, c'est cool, là, on a bossé ça nous a permis de sortir un logo et de sortir tout ça, finalement, assez rapidement», et après on a tout de suite enregistré. On a commencé par sortir 2-3 épisodes, jour 1 pour qu'il y ait un petit peu de contenu et puis après on s'est dit: «Bah, toutes les semaines, quoi qu'il arrive, on sort un épisode», même l'été. Tu as beaucoup de podcasts qui font les pauses d'été, par exemple. Mais nous, si on faisait une pause, Mmh mh. au mois de juin, heu, tu vois, enfin Bah, on a l'été, commencé au mois de juin voilà, c'est donc ça, tu sais, tu fais 4 épisodes et après tu pars en vacances, quoi, c'est pas possible. ouais, c'est Et ça. même je pense aussi que, enfin, on on fait des hypothèses, mais probablement, c'est pas sûr que si on décide vraiment de continuer dans ce rythme-là, bah, c'est pas sûr que le podcast prenne des vacances, en tout cas en apparence. En réalité, Wesley, Mmh mh. nous et moi, finalement, on a pris des vacances quand même cet été, mais les épisodes sortaient quand même. Et C'est finalement, ça. c'est ça qui est important. Et c'est à la fin, Le système. c'est ça exactement, c'est le système qu'on a mis pour Systemator. Et à la fin, bah, ce qui a primé, c'est que bah, la mauvaise idée se transforme peut-être, ou on ne sait pas encore, hein, peut-être en idée meilleure, ça fine un petit peu et puis d'autres idées se greffent à la première, quoi.
On vous en parlera Ouais. plus tard. Mais voilà. Donc si on résume un peu le processus. Alors, pour résumer le processus, en 4 étapes. Premièrement, je vais entrer des informations dans mon cerveau. Je vais, voilà, qu'est-ce que tu as envie de créer? C'est vraiment la question à te poser, toi qui nous écoutes, c'est: qu'est-ce que tu as envie de créer? Hem et qu'est-ce qui existe déjà qui pourrait se rapprocher de ça? Qu'est-ce qui t'inspire? Vraiment être dans cette phase de: qu'est-ce que j'ai envie de créer et qu'est-ce que je peux collecter comme données, comme information autour de ça? Deuxièmement, je vais je vais malaxer la pâte, je vais m'imprégner de tous ces éléments, voilà. Et je vais aussi faire des activités différentes qui vont permettre, à mon cerveau de se mettre dans les meilleures dispositions et là justement j'en reparlerai juste après, mais chacun a sa méthode, chacun a ses activités. On l'a vu plus tôt, il y en a, ça va être prendre un bain, d'autres ça va être, heu, Christian Godefroy, il parle d'un copywriter qui lui s'imagine que son banquier l'appelle Mmh. en lui disant que son compte est à découvert. Heu, pour un autre, ça va être, d'apprendre une bonne nouvelle et de laisser son enthousiasme, hem, teinter son travail. Pour un autre, ça va être de confier la rédaction à quelqu'un d'autre et d'apporter son sens critique. Pour un autre, ça va être se plonger dans sa bibliothèque. Heu, voilà, il y a vraiment toutes les possibilités, donc à vous de trouver la vôtre. Et ensuite, une fois que vous êtes prêt, vous allez poser une question pour que votre subconscient puisse, œuvrer de son côté et surtout attendre la réponse, être prêt à bondir en faisant confiance au processus. Parfait. Donc le smartphone ou le carnet, en fonction de vos affinités, personnelles. Wasset, tu voulais nous parler aussi du fait que, chacun finalement a un peu sa méthode, pour trouver des idées. Oui, je viens d'en parler un petit peu avec des exemples que Christian Godefroy, cite dans son livre. Mais moi, un exemple tout simple, hier j'étais en train de bosser, j'emploie toujours la méthode des cycles de travail, c'est-à-dire que je bosse pendant 30 minutes et je fais une pause de 10 minutes et voilà, j'étais sur, du travail client et j'étais, un peu bloqué à un moment donné. C'était pas tant sur la question des idées, mais c'était plus sur la question de, voilà, de l'énergie, tu vois? Maintenir ce niveau d'énergie et ma méthode à moi, c'est d'écouter de la musique, que ce soit mes propres musiques, d'ailleurs qui sont pas forcément sorties, hem, ou écouter d'autres musiques qui me plaisent et qui vont me booster. Ça va être là, je suis toujours, dans la villa, en co-living, bah, ça va être d'aller marcher un peu dehors au soleil dans le jardin, ou d'écouter, le livre audio, sur l'honnêteté radicale. Le fait de faire ces choses-là, ça va me permettre de complètement couper, hem, avec, mon travail, actuel et je vais revenir rafraîchi, quoi. Je vais revenir rafraîchi, je vais être dans un état parfois quasi de rêverie, heu et je vais arriver avec une touche beaucoup plus légère et ça va être plus simple de reprendre le boulot. Je sais pas si toi tu as des exemples, Sébastien, là, c'est plus c'est plus la question de trouver son rythme, de travail pendant la journée pour que ce soit, digeste sur le long terme. Mais au niveau des idées, ouais, il y a plein de à chacun de voir, hein. Je sais pas, en faisant du sport, par exemple, en prenant sa douche, en cuisinant. Moi, en cuisinant, je trouve des Ouais, idées c'est aussi. clair, Ouais. ça permet de faire un peu une coupure. Moi, j'ai un exemple, très concret, la laverie. D'ailleurs, Stephen King écrivait dans sa laverie, mais je crois que c'était que parce qu'il y travaillait lui. Donc il cherchait sans doute des idées aussi. Mais c'est vrai que à chaque fois que j'étais, alors c'est pas très bien de dire ça, mais à chaque fois que j'étais salarié, j'avais un peu la tête ailleurs parce que c'est pas vraiment pour moi ce mode de vie. J'étais un peu en train de divaguer et souvent, par frustration de ne pas avoir le temps d'exécuter ce que je voulais, j'avais des idées intéressantes, tu vois? Il manquait juste le temps pour le faire, mais parce que justement, finalement, j'étais pas concentré à 100% sur, sur mon projet personnel, tu vois? Puisque j'étais salarié, quoi.
Et du coup, ouais, la laverie, bon, tu vois, elle est à côté de chez moi, donc je mets mon linge à laver. Et puis quand je reviens, il faut que je le mette à sécher dans le sèche-linge. Mmh. Et le truc, c'est que, bon, pour 35 minutes, tu rentres chez toi. Pour 10 minutes, bah non, tu vois. Donc du coup, en fait, ce que je fais, c'est que Ouais. je me dis: «Ah bah, c'est cool, j'ai 10 minutes où je peux faire quelque chose, quoi». Donc en général, soit je lis, soit j'écoute de la musique, soit l'autre jour, j'étais avec mon carnet, j'ai l'impression d'avoir un Death Note, tu vois? J'écrivais comme un fou dessus, je faisais des plans, des trucs, les gens ils ont dû me prendre pour un taré. Ça faisait vraiment savant fou. Mais tu vois, c'est un petit peu l'idée, quoi. C'est d'avoir quelque chose, où tu peux, gribouiller, griffonner. Moi, j'aime bien cette idée du carnet parce que le carnet, c'est cool le papier, quoi. Tu vois, encore, tu peux faire des plans dans tous Ouais, les ouais, ouais, sens, ouais. raturer, quand je suis, dans un épisode de Systémator, généralement, hem, j'ai toujours mon petit carnet à côté, et ma feuille, elle ressemble à rien, quoi. Tu vois, à la fin, il y a des trucs, marqués en haut, à droite, à gauche, c'est pas sur les lignes, c'est en dehors des marches, c'est terrible. Alors que d'habitude, je ne fais pas ça, tu vois? Mais quand je suis dans un épisode ou d'un audio ou un interview ou ce genre de choses, bah, j'en mets partout. Donc voilà un peu le truc, quoi. Ouais, 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 c'est les fondamentaux, hein. Yes. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire parce qu'on pourra détailler plein d'autres choses justement sur la vente. Là, c'est vraiment l'étape 1 voire 0 hein, du processus parce que bon, l'idée, voilà, comme on l'a dit, mais Ouais. après, on peut pas. C'est un sujet qu'on pourrait vraiment développer, je pense, toi et moi, Wesley. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire part en commentaire, par exemple sur YouTube. 112 ventes, vous trouverez les épisodes de Systémator. Aujourd'hui, la différence par rapport à l'époque, De Gary voilà, par Albert. rapport à l'époque de Gary Albert, Ogilvy, et cetera. C'est que, heu, aujourd'hui, on peut tester très, très vite ces idées. Par exemple, tu peux très vite faire un peu de pub en ligne, tu peux en parler à droite à gauche, tu as forcément des gens sur tes réseaux sociaux, qui te suivent déjà et qui peuvent être intéressés par ce que tu racontes et tu peux vite tester et voir si ça réagit par rapport à cette idée-là. Si tu as des likes, il y a des gens qui disent: «Ah, c'est intéressant». Tu peux en parler assez rapidement finalement et ça me fait rire parce que j'ai une série que j'ai regardée en partie pour apprendre un petit peu plus, pour en apprendre un peu plus sur comment fonctionnait le monde de la pub. C'est Mad Men. Tu sais, c'est cette série où tu as des gars Mmh. qui sont dans une agence de communication, enfin une agence de publicité, euh, et qui, du coup, tu vois un peu la vie de cette agence-là sur plusieurs années. Et c'est toujours marrant parce qu'en fait, globalement, les cadres, tu les vois toujours rien foutre, quoi. Ils sont tout le temps en train de boire, en train de fumer ou en train de dormir ou en train de faire des choses sales. Mais au final, tu les vois assez rarement, tu vois, à leur bureau en train d'écrire des trucs, quoi. Ils sont tout le temps, soit en réunion entre eux et tout, tu vois? Enfin, c'est terrible et en fait, bah, ouais, mais finalement, tu sais, les idées, elles viennent aussi comme ça. Mais à l'époque, c'était pas le même contexte aussi. C'est pour ça que cette série, elle est intéressante parce que historiquement, je trouve elle m'a l'air quand même assez solide, assez bien. Mais le monde a tellement changé par rapport à ça. Avant, tu voulais tester une idée, ouais, c'était à grande échelle, quoi. Fallait tester le truc, fallait faire des groupes, tu vois, de paroles avec des gens pour essayer de voir comment ils réagissaient. Ensuite, il fallait que tu imprimes ta pub à grande échelle pour voir si tu avais des réponses. Ça te coûtait beaucoup de frais postaux parce qu'il fallait t'envoyer tout à l'ancienne, quoi, tu vois. Et c'est assez rigolo Mmh. comme le monde a changé par rapport à ça. Yes. Voilà, bah écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller nous mettre un petit commentaire sur la plateforme que vous voulez, notamment Apple Podcasts, YouTube aussi. Rappelons que les épisodes sont diffusés tous les lundis midi sur YouTube en direct. Donc si vous ne savez pas quoi faire le midi, lundi, et que vous n'avez pas envie de vous taper vos collègues de coworking ou autre, alors je rigole, mais vous pouvez, vous êtes tout seul chez vous peut-être, vous n'êtes pas allé au coworking justement. Vous pouvez regarder Systémator en direct, la diffusion en direct, et sinon c'est tout les lundis matins à 6 heures du matin. Donc voilà, si vous commencez le travail tôt, vous pouvez avoir Systémator directement dans vos oreilles. C'est incroyable, mon cher Wesley. Eh oui. Donc on va mettre 5 étoiles. Voilà, parfait. Allez, on compte sur vous. Et petit générique, et on passe au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, je l'ai trouvé juste avant la fin de l'épisode, à l'arrache. Non, non, je l'avais déjà en tête. C'est que cet après-midi, donc à l'heure et au jour de l'enregistrement de ce podcast, ce sera pas du tout pertinent pour vous qui écoutez, j'ai un appel avec,
KissKissBankBank, qui est une des plus grosses plateformes de crowdfunding, financement participatif. Et j'ai un appel pour une potentielle mission avec eux. Et ce que j'ai fait, tout simplement, pour obtenir cet appel, c'est que je me suis rendu sur leur site web, parce que je faisais un peu un brainstorming d'entreprises pour lesquelles j'ai envie de bosser en tant que freelance, en tant que rédacteur en freelance. Et, et je les ai trouvés sur d'ailleurs une plateforme qui est très intéressante qui s'appelle Welcome to the Jungle. C'est un peu la nouvelle plateforme des startups pour trouver des emplois, trouver des missions en freelance, trouver des stages. Voilà, c'est un peu le nouveau monster.fr en plus branché. Et effectivement, j'ai vu KissKissBankBank sur cette plateforme, que je connaissais déjà KissKissBankBank. Et en allant sur leur site web, j'ai trouvé les noms des membres de leur équipe. Et en creusant un petit peu, j'ai trouvé qui était responsable des contenus éditoriaux, notamment sur le blog. Donc j'ai contacté cette personne. Et, et voilà, elle m'a dit qu'il y avait sur LinkedIn, elle m'a répondu favorablement en me disant que justement, ils étaient à la recherche de personnes. Et effectivement, la manière dont j'ai approché cette responsable, c'est très simple. C'était juste me présenter et lui dire que j'adore la mission de leur entreprise. Et je lui ai demandé si c'était elle, justement, qui gérait les contenus éditoriaux. Et d'ailleurs, je me suis même pas vraiment présenté au début. Donc, en 4 lignes, c'était plié, quoi. Donc, tout ça pour illustrer. Encore une fois, l'idée, c'est pas juste de parler de ma vie. J'essaie d'orienter ça vers vous qui nous écoutez, pour que vous y trouviez de la valeur et que ça puisse vous aider potentiellement. C'est ne pas avoir peur d'y aller. Et j'aime bien l'idée on pourrait dire que c'est un peu un concept de vente, c'est l'échelle du oui. C'est préqualifier la personne. Plutôt que de lui demander directement, est-ce que vous cherchez des rédacteurs, est-ce que vous cherchez quelqu'un, c'est lui demander, est-ce que c'est vous qui vous occupez de ça. Et la personne, c'est vraiment son ego qui va répondre, c'est sa fierté, c'est son orgueil, ou même tout simplement, enfin, quand je dis ça, ça peut paraître teinté, mais de manière automatique, elle va répondre, oui, c'est moi qui gère ça. Et la conversation est déjà lancée. Bon, là, en l'occurrence, j'ai un peu de chance parce que ils sont en réalité à la recherche de personnes comme moi. Mais voilà, être persévérant. Et c'est une réponse positive sur des dizaines d'ajouts et de messages LinkedIn. Donc voilà, il suffit en fait, je pourrais mettre ça en lien avec notre épisode du jour, c'est les idées, il suffit qu'il y en ait une qui marche, quoi. Vous pouvez avoir 350 idées dans votre boîte à chaussures, il y en a peut-être une seule qui va marcher. Et finalement, si celle-là vous rend, je veux dire millionnaire, mais vous emmène là où vous voulez aller, ou en tout cas vous en rapproche, c'est déjà une Clairement. victoire. C'est intéressant parce que du coup, donc 2 choses ici, intéressantes à retenir, que vous pouvez appliquer. Déjà, tu es allé sur un site, de recherche d'emploi, et finalement tu as vu un peu tu as pu analyser les besoins de la boîte et te dire: peut-être que ces besoins, je peux les combler en freelance, probablement. Mmh, Et c'est ça. après analyser très vite sur LinkedIn, OK, qui sont les personnes qui s'occupent de ça? Et au final, ouais, en fait, LinkedIn, le but, c'est d'ouvrir des conversations parce qu'il y a rien de pire que des messages qui font 150 lignes où, en fait, on a juste l'impression qu'on nous a envoyé un message automatique, comme à chaque fois. Mais Et c'est c'est le cas souvent le souvent. cas. Moi, ça m'insupporte les gens qui me contactent sur LinkedIn pour me raconter leur vie alors que je sais pas qui c'est. Et souvent, c'est un truc, quand on débute, on est tout le temps un peu dans la surjustification, tu vois? Parce que peut-être qu'on a besoin de se rassurer ou autre, et on a besoin d'avoir l'approbation des autres pour que ça fonctionne. Euh, mais en réalité, c'est une discussion qu'on doit avoir, quoi. Les gens sont normaux, sont simples, sont comme nous, sont humains. Ils sont humains, les gens sont humains, c'est la personne que j'ai, c'est une femme avant d'être une responsable éditoriale. Enfin, et une femme dans le sens, un être humain, en fait, tout simplement. Et donc, si vous intéressez-vous sincèrement aux personnes que vous contactez. Contactez moins de gens, mais si on s'intéresse sincèrement aux personnes qui on parle, sur ce qu'ils font, sur pourquoi ils le font, ou juste leur poser des questions, naturellement, c'est comme si vous alliez dans une soirée réseau et vous discutiez avec quelqu'un en direct. Tu as l'approche justement
où tu vas aller faire le tour de tout le monde, tu vas donner ta carte de visite à tout le monde en mode vraiment ouais bonjour je fais ça et tout, ouais merci c'est cool, ouais, à bientôt, on se revoit plus tard et tu fais le tour, tu passes à l'autre. Ou alors l'approche où tu vas aller discuter avec peut-être pas tout le monde, mais peut-être 5, 10 personnes max, tu vois, mais que tu vas vraiment avoir des conversations intéressantes avec elles durant la soirée, tu vas vraiment échanger et la prochaine fois que tu vas les revoir, bah tu vas être content de les revoir, tu vois. Il y a ce côté-là. Donc c'est Ouais, être sincère ouais, là-dedans, ouais. c'est dans nos conversations, finalement, c'est la chose la plus simple. Et finalement, la plupart des gens qui essaient de faire compliqué alors qu'ils envoient des messages, bah, soit c'est pour se rassurer, soit c'est pour se prouver un peu quelque chose ou avoir l'impression d'être un peu, peut-être d'avoir l'air pro. Euh, Faut pas se Ouais, prendre la tête, ouais. quoi. Ça peut faire trop corporate, C'est quoi, ça. Alors, il on va faut dire. l'être des fois, ça veut pas dire qu'il faut dire ouais, je suis mon pote, tu vois. Mais, bon, quand même, en fait, faut être plus simple, quoi. Il faut aller droit au but. Et puis, si on a juste des questions sur ah, comment fonctionne ta boîte, ça m'intéresse, tu vois, ou poser deux, trois questions, ça peut suffire. Ouais, et ça me fait penser à une phrase qui alors je sais pas si elle est, enfin, j'ai l'impression qu'elle est de moi, mais j'ai dû l'entendre quelque part. J'ai envie de dire la meilleure vente ne ressemble pas à de la vente. Un peu comme la meilleure séduction ne ressemble pas à de la séduction. Heu, c Clairement. Tu vois? C'est vraiment ça, c'est la meilleure pub, ça ressemble pas à une pub, c'est vraiment ça parle, profondément à la personne, à la persona, au persona plutôt, à l'avatar, visé, et c'est tout, quoi. C'est aussi simple que ça, et d'ailleurs, cette personne-là, je l'ai tutoyée direct. Alors, petite note, ça peut paraître couillu pour certains, ça peut paraître, déplacé pour d'autres, et ça peut paraître OK pour, une troisième catégorie dont je fais partie, et c'est un risque, un léger risque que je prends. Alors je le fais pas avec tout le monde parce que cette personne a l'air d'avoir à peu près mon âge, C'est un peu dans le même secteur aussi. elle a voilà, elle dans c'est l'univers web et cetera, donc ça rapproche, heu et si ça passe, bah, le contact est, enfin l'interaction est mieux qualifiée dès le début. Voilà, ça peut casser, mais ça, si ça passe, bah, la personne tout de suite, il y a une connivence. Yes. Voilà. Quel est ton truc de la semaine, Seb? Eh ben écoute, moi j'ai fait une action là de marketing sur 112 ventes qui a totalement foiré, mais quand je dis foiré, c'était, je veux pas dire que c'est un de mes plus gros foirages, mais on est quand même pas mal sur l'échelle du raté. En gros, j'ai bossé pendant peut-être, 2 semaines et demie, 3 semaines sur un tunnel de vente pour, 112 ventes, pour essayer un peu, d'automatiser la vente de coaching et de le mettre à plus grande échelle. Mais le truc, c'est que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai mixé plein d'approches différentes. J'ai mixé des façons de vendre des formations, des façons de vendre du coaching ou voilà, ce genre de choses. Et j'ai mixé des choses qui ont peu de sens ensemble, tu vois. J'ai voulu un peu appliquer une recette, alors que c'est quelque chose que d'habitude je défends de faire à l'inverse, tu vois. Mais j'ai voulu essayer quand même. J'ai mis beaucoup de temps à le mettre en place. C'est-à-dire que la partie, parce qu'en gros, c'est un webinar automatisé. J'ai voulu mettre un peu l'accent sur le fait que c'était quand même une vidéo de qualité. Et au final, j'ai mis énormément de temps à monter la vidéo. J'ai mis plus de 2 semaines. Parce qu'une vidéo d'1 heure et demie, bah, t'imagines bien que c'est quand même un peu long. Euh, et puis, la pub Facebook, c'est pareil. Et après, j'ai vraiment galéré à tout setup. C'était vraiment compliqué parce que j'ai commencé très vite. C'est-à-dire je pense que j'ai fait 60-70% du projet en 3 jours. Et les 30% restants, je les ai fait en 2 semaines et demie, tu vois. Donc, et même pas parce que ça prenait vraiment du temps. Certes, ça prenait du temps, mais je procrastinais énormément. J'avais beaucoup de mal à me mettre dedans et j'y arrivais vraiment pas, quoi. Tu sais, c'était vraiment douleur, c'était difficile. J'arrivais pas à aller de l'avant là-dessus. Et je sentais en plus que j'allais me planter, si tu veux. En le faisant, je sentais que j'allais me planter. Et ça, c'est horrible parce qu'en fait, quand tu sens ça, tu as deux choses qui se passent en toi. Tu es en mode, est-ce que c'est de la peur et donc du coup, c'est juste une résistance pour pas aller jusqu'au bout du projet, me dire: «Non, mais c'est bon, ça va foirer, j'arrête». Ce qui est souvent le cas parce que c'est quelque chose qui arrive. Plus on arrive à la fin d'un projet compliqué, plus on a ce côté, de résistance en mode: «Ah ouais, je suis, comment dire? Je suis pas Je suis pas légitime, ça légitime va ou pas ça le va pas le faire, ça faire? va pas marcher, je vais avoir l'air con», voilà. Plus tu approches de la fin d'un projet, plus tu ressens ça et plus le projet est gros et un peu ambitieux, plus c'est fort, quoi, en quelque sorte. En plus, j'avais cette sensation de faire les choses un peu à l'envers, mais quand même, je me suis dit: «Oui, mais
il faut que je confronte ça au maximum, tu vois. Finalement, je savais que j'allais me planter, mais il faut que j'y aille au maximum, tu vois. Sinon, je ne saurais pas, en fait. Je vais juste rester sur un et si. Et si j'avais fait ça, peut-être ça aurait marché. Et je me serais pas rendu compte que oui ou non, tu vois, j'aurais pas tiré de leçon de ça. Donc, j'ai quand même continué tous les jours à avancer un petit peu sur ce projet-là. J'ai perdu peut-être 2-3 semaines de ma vie, mais c'est pas grave. Au final, ça a bien foiré correctement, tu vois. Genre, en gros, pour donner un ordre d'idée, sur mes pubs, le coût d'acquisition de mes pubs, c'était quelque chose comme 8,30 € par prospect. Et normalement, ce que disent les experts, entre guillemets, sur la publicité en ligne, il faut être autour de 2, 5, 3 maximum, 3 € maximum. Moi, j'étais à 8, quoi. Enfin, tu D'accord. vois, c'était vraiment le fail, quoi. Donc voilà. Et en fait, je me suis beaucoup interrogé parce que c'était vraiment une expérience incroyable. Parce que ce raté, c'est finalement ma meilleure réussite. Parce que si tu veux, je me suis dit, ça m'a permis de me projeter aussi sur le côté et si ça marche, tu vois. Et si ça marche, et si j'arrivais vraiment à générer autant de clients que l'objectif que je m'étais fixé, et que j'arrivais à générer autant de chiffre d'affaires que j'avais prévu. Et du coup, j'ai pu me projeter. Et j'ai pu me dire, ok, ça veut dire que je pourrais faire ça et ça en plus. Je pourrais peut-être embaucher quelqu'un. Je pourrais peut-être passer plus de temps à faire telle chose. Mon emploi du temps, je pourrais l'organiser comme ça. À 6 mois, euh, peut-être que j'aurais 2-3 freelances qui bosseraient avec moi. À 1 an, j'aurais vraiment monté une structure pour euh, mieux accueillir ça. À 1 an et demi, j'aurais peut-être des locaux avec un salarié, tu vois. Vraiment, enfin, là, je caricature parce que j'ai pas toutes les infos sous les yeux. Mais en gros, j'ai fait un plan sur 1 an et demi, 2 ans, en me disant, OK, à partir de maintenant, si je commence à rentrer là-dedans, il faut que j'aille en croissance, tu vois. Il faut que voilà, je réfléchisse vraiment à mon projet de cette façon-là. Et ça a opéré vraiment un switch, parce que 112 ventes, mon problème, c'est que j'ai toujours un mix entre est-ce que je parle de moi ou est-ce que je parle de ma marque, tu vois. Et du coup, j'étais un peu dans l'entre-deux. Oui, c'est Sébastien Bauer, 212 ventes, c'est cool. Mais en fait, euh, c'est soit je me vends moi, soit je vends ma marque, tu vois. Pour moi, c'est un peu l'un ou l'autre. Et au final, c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, il faut que je change tout, tu vois. Il faut que j'aille à fond dans ce en quoi je crois, que j'affine le message de mon projet par rapport à cette vision que j'ai, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu de reprendre un peu tout à zéro, de faire un peu une remise à plat de tout ce que j'ai en ce moment en projet par rapport à 112 ventes et même Systemator, d'où aussi ces réflexions qu'on a sur la partie positionnement, mais vraiment de partir un peu sur une page neuve et de me dire bon bah ok, 112 ventes, c'est 112 ventes, c'est pas moi, tu vois. Enfin, moi je suis dedans, mais je vais le gérer comme si ma boîte avait 20 personnes dedans, tu vois, qui travaillaient dedans. Alors, on est déjà deux finalement à travailler dedans, puisque j'ai mon ami Camille qui travaille un peu pour 112 ventes et qui me fait de la communication. Et puis moi, donc au final, tu vois, on a une micro-équipe. Et puis, bah, il y a des clients que j'ai déjà, que j'essaie d'un peu de rassembler un peu en tant que communauté 112 ventes. Et, et voilà. Et en fait, je me sens assez confiant là-dedans. Et j'ai l'impression d'avoir opéré un Swift en mode, euh, OK, je ne pense plus en tant que solopreneur finalement, en tant que moi tout seul, en tant que, d'une certaine manière, en tant que freelance. Mais j'ai vraiment opéré le Swift de me dire, bon, 112 ventes, c'est une entreprise qui va se développer, tu vois. Et il faut qu'elle tourne avec ou sans moi. Et ça change tout, en fait, dans ma tête, ça change tout dans ma manière de faire, dans ma manière de réfléchir. Et en fait, ça me permet de virer l'ego, en fait, l'ego qui me bloquait. Alors, l'ego est important, mais je pense que là, ça m'a permis de l'enlever, une partie. Et j'ai fait ça parce que c'est ce que j'ai expérimenté aussi avec mon autre projet, Itel FR, qui lui fonctionne très bien. Donc, ce site sur le jeu vidéo Itel qui cartonne. Bah là, on est premier, tu vois, toujours sur YouTube. On a regardé, on a fait 250 000 vues. Ça a dû encore augmenter. 250 000 vues depuis janvier. Donc là, on Mmh. est fin C'est septembre, donc c'est c'est pas quand mal, même ouais. cool. En partant de rien et en ne dépensant aucun euro en publicité ou quoi que ce soit, c'est que de l'organique. Euh, Mmh mh. et puis, bah là, sur Google, on est vraiment bien placé aussi. Et là, sur Instagram, on a lancé une nouvelle série qui cartonne, où on a des petites vidéos tous les jours. Et sur Facebook aussi, tu vois, on a lancé des vidéos assez régulièrement.
exclusive à ces réseaux sociaux-là. Et tu vois, sur Facebook, on tape les 1000 vues, quoi. Alors qu'on a peut-être, sur la page, sans déconner, je crois qu'on est 60, il doit y avoir une centaine de personnes qui nous suivent, tu vois. Et pourtant, les vidéos font 1000 vues. Donc c'est intéressant, tu vois, parce que pareil, Facebook, on dit, ouais, il n'y a pas d'engagement. Bah, en fait, si, quand même, il y a des choses, il y a pas mal de réactions, il se passe des choses, tu vois, on voit qu'il se passe des choses. Donc, et la grosse différence entre itel FR et 112 ventes, finalement, c'était ça. C'était que sur itel FR, j'ai tout de suite mis d'autres personnes devant la caméra. J'apparais, mais moins finalement que ces personnes-là. Et puis, j'ai géré un peu, j'ai plus piloté le projet et les grandes directives. Et après, bon, on avait des gens pour exécuter et tout. J'exécutais ce que je pouvais et chacun à sa place. Et au final, c'est ça qui a fait que ça fonctionne, tu vois. Je ne suis pas dit, moi tout seul, il faut que je fasse tout avancer, tu vois. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse avec mon projet parce que c'est de cette façon-là que moi j'aime fonctionner. Et je suis beaucoup plus confiant et beaucoup plus serein à, euh, à y aller à fond parce que le pire marketing, c'est celui que tu assumes à moitié, tu vois. Le pire marketing, c'est celui où tu es un peu en mode, Ouais. ah ouais, tout, mais tu sais, j'ai pas envie de blesser telle personne, j'ai pas envie de dire trop ce que je pense et tout. Et même si j'essayais d'assumer ça, bah, je sentais que mentalement, je l'assumais pas totalement à 100%. Et donc, du coup, j'étais un peu, ah, un peu frileux sur certains trucs, ou en tout cas, quand je lançais une vidéo, j'avais une petite goutte de sueur, tu vois. Enfin, voilà. Et je me dis, bah, en fait, ok, bon, là, ça reste, ça change pas grand chose parce qu'au final, je suis toujours tout seul dans ce projet-là, dans ma boîte. J'ai pas de salarié ou quoi que ce soit, même si j'ai deux, trois personnes qui bossent pour moi de temps en temps. Mais par contre, si je l'envisage sur le côté, bah, ok, bah, demain, on sera 5, on sera 10, on sera 20, c'est pas pareil, tu vois. Parce que tu dois préparer ta maison autrement, tu vois. Tu dois rajouter des pièces, tu vois. Et tu Ouais, dois ouais. aussi faire en sorte que les gens qui arrivent, bah, tu sois prêt à les accueillir, tu sois prêt à les former, etc. Et donc, voilà. Donc, j'avais envie de partager ça. C'est évidemment récent, je ne sais pas ce que ça va donner, mais tout ça pour dire que c'est juste un switch mental, en fait, Un switch. et que ça, oui, pardon, un switch mental. Et au final, tu vois, concrètement, ça va changer la manière d'exécuter les choses, mais que finalement, il y a tellement de choses qui jouent en nous quand on est à notre compte que c'est terrible, en fait. On est notre propre barrière et en même temps notre propre moteur. Et c'est vraiment important euh, de laisser le temps aux choses de, justement, bah, un peu le sujet de cet épisode, mais de maturer, d'évoluer, de se planter, et en tout cas, surtout de confronter ses idées, d'aller tester et de tout le temps tirer des hypothèses de ce qu'on fait et des conclusions. Et même si ça a foiré, bah, finalement, ça peut être le truc qui a le mieux fonctionné parce que ça m'aura permis peut-être de faire ça, on ne sait pas. Ou peut-être ça sera autre chose, je ne sais pas. Voilà, j'avais envie de Exactement. partager ça. Exactement. 100% d'accord. Voilà, Systémateur, le podcast dont les trucs de la semaine sont plus longs que le contenu du exactement. podcast. Ah, ça te parle, Wesley, un peu ou... Ouais, complètement, complètement. J'ai pas envie de trop m'avancer, mais par rapport à la musique, je pense que j'ai été victime de ce dont tu parles. Tu vois, faire de la musique sous Wesley Joachim. Et là, je t'en avais, je crois que tu es le seul à qui j'en ai parlé. Et vraiment, j'ai pas envie pour l'instant de m'avancer là-dessus. Mais une idée de projet, de nouveau projet musical à mettre en place. Et justement, la différence, c'est que cette idée-là ne me ferait pas intervenir que moi, elle ferait intervenir au moins une autre personne. Et elle irait au-delà de la musique. C'est-à-dire qu'elle serait pas basée sur l'artiste, mais elle serait basée plus vraiment sur l'expérience pour l'auditeur. L'expérience auditive, l'expérience visuelle aussi. Et, et créer, enfin, le fait de créer un univers et créer une marque, en fait, effectivement. Vraiment se dire, je crée une marque de musique plus que euh, je veux percer en tant qu'artiste, même si on dit on est notre propre marque, mais c'est pas la même chose. Parce que euh, tout de suite, tu peux te dissocier de la marque que tu crées. Et du coup, ça devient ton bébé, ça devient une autre personne qui est indépendante de toi, mais dont tu es responsable de la réussite. Et franchement, je pense que je peux pas mieux l'évoquer que ça. J'espère, dans les prochains mois, pouvoir en dire plus sur ce projet. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est En ça tout l'idée. cas, juste pour petite note, voilà, bon, on vous parle de ça, on parle de création de marque. C'est une question qui revient souvent, hein. Est-ce que je dois utiliser mon nom personnel? Est-ce que je dois utiliser ma marque? Créer une marque? Bah, c'est compliqué un peu de répondre à ça. Peut-être que
commencer simplement avec son nom personnel, ça peut être une bonne idée. Et après, ça à vous de voir. Il y a des gens qui fonctionnent très très bien avec leur nom personnel. Et peut-être que Wesley et moi, on a besoin justement de, comment dire, d'avoir presque un pseudonyme ou en tout cas une identité qui n'est pas 100% reliée à nous et qui nous permet du coup de nous exprimer pleinement en fait, tout simplement. Peut-être que c'est un besoin qu'on a nous, mais peut-être que c'est pas votre besoin à vous. Peut-être que sans doute que certaines personnes fonctionnent autrement là-dessus. Donc Oui, ouais, ouais. il faut pas non plus se formaliser, dire ah bah c'est bon, j'arrête tout, je crée ma marque, c'est parti. Tu vois, Impi, tout ça. Bref. Et c'est pas qu'une question de nom, hein, de dénomination. C'est, comment, comment on s'identifie par rapport à la marque. C'est le nom évidemment, si c'est son propre nom, bah, ça va être on va être davantage tenté de s'identifier totalement à la marque qui est, son propre nom. Mais, mais voilà, on peut s'identifier énormément à une marque qui n'est pas, notre propre nom et on peut, aussi, tout est possible en fait. Il y a pas de règle Yes, absolue, quoi. ça, je pense que c'est une question de personnalité. Alors, on parlera peut-être ça dans un autre épisode. Pareil, vous nous dites si ça vous intéresse, s'il y a des sujets dont vous voulez qu'on traite, et puis si vous avez vu certaines choses. Et voilà, et on essaiera de traiter ça dans d'autres épisodes. Voilà, bah, merci à tous. On vous retrouve toujours sur YouTube, 112 ventes Systémator. Vous cherchez, vous trouverez également un podcast sur toutes les plateformes que vous utilisez. Les lundis à 6h du matin, en direct à midi sur YouTube. Les petites étoiles sur Apple Podcast, Stitcher. C'est toujours cool. Et si vous laissez des commentaires, eh ben, de temps en temps, on les lit. Et voilà, donc on vous remercie de votre fidélité et on vous dit à la semaine prochaine. Salut, salut. À la semaine prochaine.